que là, vraiment... Ouais, donc du coup, in fine, tu as plus ou moins répondu à la question, c'est-à-dire que les marchands de biens ne deviennent pas forcément des promoteurs. C'est pas forcément une suite Non, pour logique. moi, c'est pas une suite logique. Pas du tout. Des fois, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, oui, c'est des c'est des professionnels, pardon, de l'immobilier, mais c'est, on va dire, c'est un peu deux C'est deux secteurs. secteurs différents. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi qu'un marchand de biens, forcément, il va avoir une rigueur, il va avoir une approche de l'immobilier, il va étudier le marché. Donc forcément, s'il décide de se lancer dans de la promotion immobilière pour faire du locatif, pas du locatif, mais du résidentiel, mais il aura déjà cette appétence-là. Mhm. Il sait aller cibler un appartement, il sait estimer les travaux. Donc forcément, si tu lui donnes à une échelle un peu plus grosse, il aura aussi les mêmes réflexes. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, du coup, in fine, on peut se dire que les marchands de biens ou les promoteurs, ils aiment quand même le métier. En fait, tu fais Ouais, vraiment pour amour du métier que ouais, par amour du profit. Parce que exactement. quand je regarde vraiment tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent, bah, on se rend compte et on réalise vraiment que, in fine, eh ben, ils n'ont pas forcément... Enfin, ils n'ont pas forcément... comment expliquer ça? Ils n'ont pas forcément une rentabilité comme on fantasme parce que y en a qui se sont dit c'est open bar et après je pense aussi que il y a voilà on va pas citer forcément des noms mais souvent les gens ils s'arrêtent aux très gros promoteurs voilà il y a des très gros promoteurs voilà eux c'est limite devenu des entreprises d'État donc du coup souvent on dit oui mais en général voilà il y a pas que eux il y en a d'autres aussi qui bah justement bah je vais pas dire qu'ils luttent parce que c'est pas vraiment le mot mais que voilà, qui doivent faire plusieurs opérations et faire beaucoup plus attention pour avoir cette rentabilité. C'est exactement ça. Après, comment dirais-je? L'un ou l'autre, il n'y a pas un bien ou pas bien. Ça dépend une fois encore de quelle est ta stratégie. Il y a aussi une conjoncture qu'il faut prendre en compte. Le discours que je tiens aujourd'hui, 10 ans en arrière, c'était pas du tout le même. Le monde évolue, la réglementation évolue, les besoins des gens évoluent. Faire de la promotion à Paris et faire de la promotion en Bretagne, ça n'a rien à voir. En fonction des produits que tu veux développer, c'est pas du tout la même chose. Le mécanisme est le même, mais derrière, l'approche du marché est pas du tout la même. Les cibles de la population, des populations n'est pas le même non plus. C'est tout dépend de la stratégie que tu veux mettre en place, l'objectif que tu vises derrière. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, on va arriver au financement. Vas-y. Alors, comment ça se passe le financement d'une opération de promotion? Ta question est vaste. Comment ça se passe si, bah, à la base, on revient, c'est que tu vas faire la conception de ton projet, tu vas faire une étude de marché de ton projet, parce que forcément, quand tu fais la conception de ton projet, tu définis combien tu dépenses. Quand tu fais ton étude de marché, tu définis combien tu vas vendre. Du coup, sur la base de ces deux éléments-là, tu vas estimer un bilan de promotion. Un bilan en fait qui va faire tes plus, tes moins et il va te dire combien il te reste à la fin. Et sur la base de ça, tu constitues tout un dossier que tu présentes à la banque. Mm. Et après, il faut que tu ailles convaincre la banque, comme pour un marchand de biens, comme pour de l'achat-revente. Il faut que tu arrives à convaincre à la banque que mon projet est viable, je suis entouré de compétences, j'ai l'expérience nécessaire, faites-moi confiance. Le risque que vous prenez effectivement en vous alignant avec moi est maîtrisé. Et c'est ce que demande la banque quelque part. Et souvent, on demande combien en termes d'apport pour ce type de projet? Bah, ça dépend toujours Mm. du projet que tu cibles. Si tu es sur un projet d'une dizaine comment dirais-je, si tu es sur un projet de 5 ou 10 maisons, euh, ça va dépendre de, bah, est-ce que tu as eu plusieurs opérations, de qui est-ce qui t'entoure, de comment tu négocies avec la banque. En fait, d'un projet à l'autre, les financements ne sont pas les mêmes. Mm. Je, je vais prendre l'exemple je reviens sur le projet que je citais tout à l'heure. On est en copromotion sur ce projet. Je sais que si mon copromoteur y avait été seul, en termes de financement, je crois qu'il aurait, puisqu'il avait déjà engagé quand même des grosses sommes en études, Mhm. parce que c'est des choses que tu viens mettre en point hein, quand même dans ce que tu présentes dans ton BP à la banque, tu présentes quand même tout ce que tu as déjà dépensé à risque, et tu leur dis, voilà, j'ai besoin de mettre ça en collatéral, combien est-ce que vous êtes en mesure de me financer sur le projet que j'ai commercialisé, que j'ai sécurisé à hauteur de plus de 50% par exemple, si on est sur du résidentiel. S'il y avait été seul, pour prendre mon exemple, je sais qu'il aurait été financé à un ou deux, on lui aurait imposé, pardon, de faire un apport en fonds propres de un ou 2 points. Le fait qu'il soit avec moi, on lui demande de mettre 5 points. Tu vois ce que je veux dire? 5 points. C'est un 5%, pardon. Ouais. 5% d'apport par rapport au chiffre, au prix de revient total de l'opération.
Donc, au total de tes dépenses, quoi. Donc en gros, ouais, ouais. Et donc c'est pour ça que je te dis à chaque fois, ça dépend quelque part ton volume financier. Quand tu es sur des volumes financiers, en fait, ça dépend vraiment de la banque que t'approches, ça dépend des négociations que tu as avec elle et de l'expérience que tu as derrière. Quand tu vas avoir une banque et que tu as l'habitude de manière récurrente à travailler avec elle, forcément, bah, on ne te fera pas les mêmes prix. Enfin, on ne te fera pas les mêmes, les impositions sont pas les mêmes. Si tu es sur ta première opération, tu auras beau avoir tout l'argent du monde, on va te scruter avant de te donner un prêt. Et d'où pourquoi en fait c'est peut-être intéressant de s'associer, comme tu l'as Et dit, en exactement. copromotion. Et c'est ce que je revenais, enfin c'est la discussion aussi que j'ai eue par rapport aussi à l'activité de marchand de biens, parce que souvent quand on n'a pas d'expérience et que tu n'as jamais fait de l'achat-revente, on va dire normal, enfin on va dire normal, donc ceux qui ont utilisé un prêt particulier pour pouvoir financer leur opération et in fine de prime abord, c'était pas prévu, mais ils ont quand même fait une belle OP, donc ça fait quand même de l'achat-revente. Et ben du coup le fait que tu n'aies pas d'historique Hmm. de ouais, c'est souvent ça en fait dans les projets, parce que beaucoup de personnes fantasment sur la promotion, sur l'activité de marchand de biens, etc. Mais tu dois avoir un historique. Et Ouais. quand tu as pas l'historique, tu peux avoir l'argent, le meilleur CV du monde. Tu peux dire que tu sors de je ne sais quelle école. In fine, la clé pour pouvoir tout simplement avoir une accessibilité, enfin avoir un accès au crédit, c'est de justement de s'associer. Mais maintenant, la personne qui s'associe. Parce que bah, justement, moi, tu sais que voilà, on va trop en parler, mais il y a quelqu'un qui voulait être marchand et donc du coup il n'avait pas d'espérance, on m'a proposé, etc. Mais par contre, quel est l'intérêt pour... bon, j'ai la réponse parce que j'ai un peu la réponse, mais l'intérêt pour la personne qui donne un coup de main au promoteur qui est un peu, on va dire, au débutant, quel est son intérêt pour lui de s'associer? Sachant que lui, déjà, il a son financement, il a déjà son expérience. Enfin, voilà, limite pour lui, c'est finger in the nose, il finance ses projets, mais voilà. C'est toujours la même chose, c'est que ça peut être un complément de marge parce que il a essuyé une perte sur une opération. Donc il se Mhm. dit, écoute, je vais me positionner sur une opération, je serai en investisseur dormant, ça va rien me coûter, enfin ça va me Mhm. coûter peut-être que ma crédibilité quelque Ouais. part. Ça va permettre à un confrère de pouvoir travailler. Moi je suis en dormant, je récupère simplement un pour X% en Ah, termes de marge. ok. À partir du moment où je sais que le projet est bien ficelé, que je l'ai challengé un peu et que derrière j'ai pas énormément de temps à passer, moi ça me permet de dégager du temps pour faire autre chose et c'est une référence que je peux mettre en collatéral après pour aller chercher d'autres financements et d'autres projets. C'est vrai, ça n'empêche en rien en soi. C'est ça. Et c'est toujours de l'argent pour lui Et financer, exactement. sachant que derrière, des fois, souvent, il va rien mettre. Quand t'es un, voilà, Exactement. tu mets rien de ta poche, tu donnes juste, entre guillemets, ton expertise, C'est ça. etc. Et du coup, ça conforte, entre guillemets, la banque pour le financement. Parce que souvent, on dit oui, on finance pas. Enfin, quand on fait des activités d'achat-revente, il y a beaucoup une grosse partie de travaux, ce qui est quand même Ouais. le gros cas c'est de la promotion, parce que toute la valeur créée repose sur les travaux. Exactement, Et ouais. souvent, bon, voilà, par rapport à des particuliers, on se rend compte que souvent, des fois, dans les opérations d'achat-revente, marchand de biens, c'est pas pareil, mais ils ont du mal à financer quand ils voient que l'enveloppe travaux commence à vraiment dépasser. Ils commencent à avoir. Enfin, les banquiers disent oula, là, tu te retrouves avec un bien qui coûte 100 euros, enfin 100 000 euros, pardon, et tu veux, entre guillemets, financer 200 000. Des fois, en fait, même si la personne en soi, elle est finançable, on lui dit non, parce qu'on dit non, mais tes coûts de travaux dépassent le prix du foncier. Est-ce que enfin, dans la promotion immobilière, comment, enfin, parce que dans tous les cas, bon, je sais pas vraiment, mais tout dépend du prix du terrain et d'autres paramètres, mais les parties travaux, c'est vraiment une, enfin, Ça rejoint ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que la banque va regarder, enfin va te financer en fonction de ta maîtrise à dérisquer l'opération. C'est-à-dire que la banque, aujourd'hui, son intérêt, c'est de te prêter de l'argent, mais être sûr surtout de récupérer son argent. Et c'est à toi maintenant d'apporter les garanties nécessaires qu'elle va récupérer son argent. Et les garanties, c'est pas simplement de dire, ouais, écoute, j'ai de l'argent à te donner pour que tu me donnes de l'argent. Non, c'est comment je sais anticiper mon risque pour te dérisquer. C'est ce que demande la banque. C'est pour ça que la seule façon de pouvoir rassurer la banque, c'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est ce que tu sais mettre en témoignage. Enfin, en témoignage, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça fait écho à une discussion que j'ai eue juste avant qu'on échange. Mais c'est, c'est, la banque, ce qu'elle va te demander, c'est qu'est-ce que tu sais mettre comme expérience déjà exécutée, déjà garantie, pour me garantir que je vais récupérer mon argent et que ton opération va pas faire faillite, va pas faire banqueroute. Parce que si tu perds, bah, finalement, comment je récupère mon argent? Tu vois ce que je veux dire? Et donc pour ça, bah, ça va être s'entourer des bonnes compétences, ça va être, je rejoins ce que tu dis sur les coûts de travaux, faire des prévisionnels de travaux qui soient cohérents avec le marché.
Et donc pour ça, bah, tu vas faire appel à un économiste, parce que c'est quelqu'un qui va bouffer du chiffre tous les jours, c'est son métier, qui va, en fonction des opérations, faire des comparatifs, avoir des tableurs Excel qui vont te permettre de comparer, voilà, le coût du béton, il est de temps, si tu veux construire X mètres carrés, bah, il faut que tu mettes tant en coût de construction, et c'est tous ces petits détails-là qui font que quand toi tu viens faire ton bilan d'opération, eh ben, tu viens mettre ces éléments-là, et ça vient affiner, apporter du précision dans ton coût réel des dépenses. Et ça rajoute aussi énormément de la valeur quand on a un économiste Complètement, bien sûr. qui vient, entre guillemets, assurer les chiffres, etc. Parce que, surtout dans certains volumes, quand on parle d'immeubles de 48 logements, en fait, le coût du béton, il est au millimètre près, hein. Ah bah C'est bien sûr, pas, ouais. enfin, parce que oui, ça coûte déjà cher, etc. Et donc, on se dit vraiment, c'est là que vraiment on voit l'expertise et la technicité, en fait, du métier du promoteur. Exactement. Et après, ça reste quand même un économiste. Bon, tu me diras, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui avec l'IA qui est en train de se développer. Tu as la possibilité aussi d'avoir des estimations rapides en fonction des données d'entrée que tu vas donner sur ton projet. Mais oui, effectivement, l'économiste est une garantie supplémentaire pour maîtriser, une fois encore, ton risque. Ton risque, tu l'as en phase conception, parce que tu te lances sur un projet, t'es pas sûr que c'est viable aussi longtemps que t'as pas fait ton étude de marché, que t'as pas déjà estimé tes premiers coûts. Puis après, tu rentres dans la phase conception, donc c'est le projet DCE, donc dossier de consultation d'entreprise. Donc là, tu viens affiner un peu plus ce que tu Mhm. as déposé dans le cadre de ton permis de construire. Donc ça te permet de voir quels sont les matériaux que je vais mettre du coup dans ma conception. Tu vas jusqu'au niveau des revêtements, parce que ça rentre aussi dans le collatéral de tes dépenses. Et puis après, de toute façon, ce qui va être le métronome, c'est les négociations que tu auras avec les entreprises. C'est-à-dire que Mhm. ton économiste va te donner des estimations à plus ou moins 10% de marge d'erreur, j'entends. Alors le but, c'est qu'il réduise un maximum ce delta-là, mais ça reste, voilà, lui, il le fait en fonction des données qu'il a et il essaie de croiser. Le seul qui pourra te dire réellement combien va coûter ton opération, bah, c'est ton entreprise que tu vas consulter et avec qui tu vas devoir négocier. Donc Mhm. c'est aussi de la négociation qu'il faut avoir. Ça demande, et c'est pour ça que quand tu me posais la question tout à l'heure, est-ce qu'un marchand de biens ou le fait de faire de l'achat-revente peut te permettre de faire de la promotion, c'est pas automatique, mais le fait d'avoir fait du marchand de biens, d'avoir déjà négocié des coûts de travaux, etc., ça te donne déjà une posture quand Mhm. tu fais de la promotion, ça te donne une posture quand tu seras maître d'ouvrage en termes de promotion devant une entreprise pour pouvoir négocier. Parce que tu as déjà un peu les réflexes, tu vois, quelque part. Et donc, comme je disais, quand tu négocies du coup les coûts de travaux, que tu arrives à un montant et que tu as réussi à consolider ton coût de travaux, là maintenant tu viens garantir un peu plus ta marge. Parce que tu sais réellement que ton coût de travaux, qui, comme je te disais tout à l'heure, représente à peu près 40% de ton opération, bah, tu sais que voilà, j'ai déjà sécurisé 40% de ma dépense. Donc j'ai payé mon foncier, j'ai sécurisé mes 40% de coûts de travaux, donc je sais maintenant garantir encore un peu plus ma marge. Et c'est que comme ça que tu sais, est-ce que bah, l'opération que tu avais estimée quand tu as allé voir le maire et que tu as déposé un permis de construire, est-ce que c'est viable ou pas? Donc, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé que tu as fait une étude de faisabilité et tu te es rendu compte que c'était pas faisable et du coup, c'est de l'argent perdu. C'est de l'argent perdu, oui, c'est des frais à Et risque. Ouais, voilà. complètement. Ouais. Parce que du coup, c'est ça aussi qu'on oublie, c'est que c'est pas automatique de dire que ouais, je fais une étude de faisabilité, c'est pour la forme. Non, des fois, quand vous rentrez dans les détails de l'étude de faisabilité, tu dis ah! Et ça nous est arrivé sur un. Ouais, Tu te souviens le projet qu'on voulait faire par rapport aux constructions des maisons ouais, et on exactement. s'est rendu compte que bah en fait c'était pas rentable. Ah bah non, pas du Pas tout. du tout, pas Parce du que tout. la surface, enfin, pour reprendre ce cas-là, la surface construite, enfin du moins l'acquisition foncière, la surface construite derrière que tu voulais revendre, bah, l'équilibre, tu n'arrives pas à trouver l'équilibre. Ouais. Par rapport au coût de travaux, ou par rapport au prix de vente des appartements derrière, bah, tu te retrouvais pas dans les marges qu'on s'était fixées. Mais dans cette opération-là, je pense aussi, ce qui a été la problématique, c'est de se dire que bah, les vendeurs en voulaient vraiment pour beaucoup. Parce qu'on est dans un secteur, pour eux, on était à 10 minutes de Paris. On était à deux trois stations de Paris. Ils se disent, non, mais là, en fait, on a de l'or, alors que clairement, on était dans un pays qui nous contraignait beaucoup. Complètement. Et c'est là que malheureusement, bah, malheureusement, en fait, des fois, euh, il y a une mésentente. Parce qu'en fait, souvent, les vendeurs, ils vont penser que parce que tu veux faire de la promotion, ils pensent que, oui, on regarde la rentabilité, mais ils vont penser que tu brades le prix du terrain, etc., de façon volontaire, parce que tu cherches ta marge. Oui, il y a une marge de négociation, mais en fait, dans le cas de l'exemple qu'on est en train de prendre, c'était vraiment extrêmement cher. Ah, c'est Et très le truc, cher. c'est qu'en plus, comme ils voyaient aussi la tour Eiffel, Ouais, ils se mais sont dit non mais c'est bon et c'est là que tu vois que des fois il faut avoir un certain pragmatisme
quand on fait de la promotion, parce que ces gens-là, en fait, ils sont passés à côté d'une opportunité, Complètement. juste parce que dans leur tête, on est en face, enfin, on voit la Tour Eiffel parce qu'en fait, pour expliquer un peu le contexte, c'était un bien à 15 minutes de Paris, et en fait, on avait un très gros terrain de presque 2000 mètres carrés, et on avait un petit immeuble surface au sol de 120 mètres carrés, si je me trompe À pas. peu près. Ouais. Et donc, il y avait déjà du construit où il y avait 3 étages. Et en fait, quand tu arrivais au troisième étage, et ben, bah, tu ouvrais la fenêtre, tu voyais quand même une partie de la Tour Eiffel. Et on était à 2 minutes à pied d'une gare qui nous ramenait à 10 minutes en train, genre 2 stations de Paris. Et donc du coup, les vendeurs en question ils ont vu pour eux, ils avaient du diamant brut. Enfin, pour eux, c'était un joyau. Mais nous, qu'on a commencé à faire les calculs, etc., on nous avait dit qu'on pouvait derrière construire plusieurs. Je crois, on pouvait construire six pavillons. C'était 6, mais je Ouais, crois qu'on était contraint de mémoire, ouais, on était contraint par ouais. le PLU. Ouais, et à la fin, c'était quoi, deux ou trois Ouais, max. c'est ça, Et du max. coup, c'était pas rentable Pas par du tout. rapport au prix. Et du coup, Pourtant, t'avais une très bonne surface, enfin, t'avais une bonne ouais. surface de terrain. Ouais. Donc, et là, du coup, on a fait des études, etc. Et bah, in fine, tu te dis, bah oui, déjà, tu dépenses un peu. Tu peux, et en fait, on parle des fois de la dépense financière, mais aussi surtout la dépense Bah, de le temps. temps, complètement. Parce que le temps, tu le récupères pas, tu passes du temps, etc. Ouais. Et c'est vrai que je me souviens sur ce projet, on a vraiment essayé d'emboîter les choses et essayer de vraiment renégocier avec les vendeurs, mais ils voulaient rien avoir. Et jusqu'à présent, ils n'ont jamais mordu. Parce que, à un moment donné, c'est de se dire, et c'est ça aussi une difficulté du promoteur, parce que moi, j'ai déjà vu que des fois, vous démolissez. Mhm. C'est-à-dire que moi, j'avais vu quelque part, je crois que c'était à 7 8 ans, il y avait une petite maison. Ouais. Et en fait, la petite maison, en fait, on voyait pas que derrière, il y avait du terrain. Et un jour, j'ai vu un panneau construction ici, 13 logements. Je me suis dit, mais Mhm. comment en fait, c'est que derrière, il y avait un gros terrain. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais comment les promoteurs ont fait pour pouvoir savoir que là, ils pouvaient construire. C'était évident parce qu'en fait, la petite maison, elle était juste collée à un bâtiment. Ouais, Donc du coup, logiquement, tu dis que si le PLU il acceptait le bâtiment qui est à exactement. côté, C'est qu'il il y a va. plus de possibilité de Mais faire du quelque chose. coup, mais comment ils ont, tu vois, et c'est là que, tu vois, tu vois l'opportunité, tu dis mais ils ont démoli, ils ont construit et c'était magnifique. Mais c'est là où il faut, et je reviens toujours sur la même chose, hein, c'est ta capacité à bien t'entourer. Parce qu'en fonction de l'architecte que tu vas avoir, il suffit, enfin, ça reste aujourd'hui, on reste quand même sur un métier humain, donc c'est-à-dire que la lecture du PLU, toi comme moi, on n'aura pas tout de suite la même interprétation. Mhm. Et donc, si on n'a pas la même interprétation, on va pas dessiner la même chose. Et forcément, sur mes bilans, ce sera pas pareil. Toi, tu vas dessiner des grandes fenêtres, des hauteurs sous plafond de 2,50 ou enfin même plus de 2,70 par exemple. Ouais, mais ok, très bien. Mais tout ça, c'est du béton en plus. Moi, je vais devoir t'optimiser. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que en fonction de qui t'accompagne sur un projet, tu peux bien gagner ou perdre. Et ça, c'est une donnée qui est importante, c'est s'entourer, bien s'entourer, challenger justement ceux qui t'entourent. C'est le métier du promoteur. Mais c'est déjà arrivé que malgré que tu fais une étude de faisabilité, vous explosez le budget et quelque chose est survenu, Ouais, c'était pas ouais, prévu. j'ai eu le cas, ouais. Donc et du coup là, il se passe comment? On est à Bah, perte. on va chercher dans les poches pour compléter. Et c'était dû à quoi cette fois-ci? Alors j'avais eu un cas, dans le 92, on faisait 24 logements. Donc c'était sur 2 bâtiments. Et on avait une maison de maître qui était existante en plein milieu. En fait, il y avait une maison de maître qui était existante avec des espaces de jardin. Et le PLU permettait justement de pouvoir construire sur ces espaces de jardin. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il a morcelé son terrain, Mhm, il a gardé son hôtel particulier, et il nous a vendu du coup le pourtour de sa maison. mhm. Et on a construit 24 logements. Je t'ai dit 24, mais c'était. Ouais, si, c'était 24 logements. 24 logements. Et le problème, c'est que quand on a commencé à attaquer la phase de terrassement, donc le fait de retirer les terres pour pouvoir construire le sous-sol, ben, on s'est rendu compte qu'on avait les pieds dans l'eau. Mais il n'avait pas fait une étude de Ouais, sol? on avait fait une étude de sol, mais pour nous, la nappe était beaucoup plus basse. Ça, c'est le Waouh! premier exemple. J'en ai un deuxième aussi qui. Heureusement, j'ai demandé des essais complémentaires. Mais en tout cas, voilà. Sur ce cas-là, on s'est retrouvé à avoir un rabattement de nappe. Bah, après prévoir. T'as Un l'entreprise qui est rabattement de sur. nappe, ça veut dire Rabattement de quoi? nappe, c'est le fait de pouvoir pomper l'eau Oui. pour pouvoir construire en fait. Tu dois Mhm. assécher quelque part La la natte terre. ou du moins Ouais, d'accord. assécher le fond de fouille, le fond de la caisse pour pouvoir construire, couler ton béton, etc. Parce que si ton béton que tu coules est mélangé avec l'eau, finalement il va pas prendre. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il a fallu mettre tout en place un système de rabattement de nappe. Qui dit rabattement de nappe dit que tu as des textes alors, comment ça s'appelle? Des textes, pas des textes, mais C'est pas archéologique, des non? frais, non, des Non? frais de. Bah tiens, en plus, en parlant de ça, j'ai encore un autre exemple sur l'archéo. Des frais de. Enfin, le fait de rejeter en fait l'eau pompée de la nappe sur le réseau collectif, Mhm. bah, t'es assujetti à des taxes.
La taxe Parce que d'assainissement, un truc comme ça? c'est pas la taxe d'assainissement, c'est la taxe de. Ouais. J'ai oublié le nom de la fameuse taxe, mais en fait, pour pouvoir rejeter de l'eau sur le domaine public, bah, la ville te demande une taxe. Tu dois avoir un Tu droit. sais que je savais pas. Ah bah, tu vois. J'ai oublié le Mais nom, en je le fait, retrouverai. quand t'es pas confronté, enfin, on le mettra en note, hein, Ouais, non, mais dans la c'est. description. Ouais, Mais quand t'es pas confronté, des fois, tu sais pas. En fait, il faut être confronté à la situation pour apprendre. C'est c'est ça qu'on ça. apprend tous les jours dans Bah, l'immobilier, en mais fait, in fine. apprendre, ça coûte cher. Ça peut coûter, c'est très cher. Là, ça coûtait. Là, on était à. Ouais, on était facilement à 70 000 € qui n'étaient pas prévus. Alors Waouh. ça va, parce qu'on C'est avait. 92 quand même. Bon, il y a C'était dans le moyen de. 92, on avait du gras, mais tu te dis que tu encaisses une perte qui n'était pas prévue. Et forcément, ça va dans la marge directe. Ouais. Et donc, quand tu as des objectifs de marge et que tu dis, bah, faut que je retire 70 000 balles, Mm. ça fait mal. Ouais. Mais tu essaies de compenser. Soit tu dis, je compense en proposant peut-être des travaux modificatifs acquéreurs. C'est ce qu'on Mhm. avait fait sur l'opération. C'est-à-dire que mes acheteurs avaient demandé des modifications dans leur appartement que j'ai facturé. Pour essayer de compenser cette perte, tu vois. Ah, je savais pas que c'était possible. Et c'était sur Ouais. quel. Et sur quel. Enfin, Sur du parquet, j'avais des demandes de plancher chauffant, mais tout ça c'est des choses qu'il faut anticiper. Donc mm. comme on était encore dans le fond, quand c'est apparu, on était encore dans le fond on était encore sur le gros œuvre, on a pu ouvrir les TMA parce on n'avait pas encore monté le bâtiment. Mm. Mais tout ça, ça demande d'avoir une agilité. Mhm. C'est quelque part un peu les compétences aussi que la promotion demande. Avoir une agilité pour dire, ok, je suis en train de perdre là, comment je fais pour compenser cette perte? Ah. Ça, c'est le premier exemple que je peux citer. Le deuxième, c'est le fameux sujet Archéo. Donc, c'était dans le 93. Donc, j'avais prévu de faire un immeuble de 70 logements avec des commerces en pied de bâtiment. Mhm. Donc, la ville nous vendait le foncier. C'était un foncier de 5000 m², etc. Oh, énorme. Un gros truc. En plein milieu de cœur de ville, etc. Sauf que tu dois quand même faire passer c'est ce qu'on appelle les prescriptions archéologiques. Donc tu dois faire des diagnostics pour t'assurer que tu n'as pas de fouilles archéologiques. Et de toute façon, sur chaque projet immobilier, tu as toujours une redevance RAP, donc redevance Ouais, moi, j'ai archéologique payé. préventive. Ouais, j'ai tellement payé Voilà. celle-là. Elle Et vient subtilement, mais elle vient. mais elle est sur tous les projets. Même si Grave. tu n'as pas soumis à l'archéo, Exactement. tu le dois. Parce que Systématique. c'est quelque part un fonds qui permet, dans le cas où un autre projet, on a de l'archéo, ça permet à la DRAC, donc la direction régionale de l'archéologie culturelle, je crois quelque chose comme ça, de pouvoir quelque part subventionner ces Oui. travaux-là. Et pour te dire, pour la petite anecdote sur ce projet-là, j'ai découvert que j'avais quasiment 1 million d'archéo. Donc je devais faire les fouilles pour pour que la DRAC, donc le ministère de la Culture, puisse venir sonder les fouilles, voir ce qu'ils peuvent récupérer pour aller l'exposer. Et ça à mes frais. Donc j'ai été Waouh. voir la ville, monsieur la ville, moi ça marche pas. Mais la ville va te dire quoi? Elle va te dire, moi je t'ai vendu un foncier, après c'est ton risque promoteur. C'est pour ça que je dis que la vie du Waouh. promoteur, c'est pas se dire, ouais, je vais devenir milliardaire, non, ou millionnaire. Oui, c'est possible, mais avec du temps. Mais c'est surtout se dire, comment est-ce que je gère le risque? Parce que effectivement, je peux être en marche positive, mais comment est-ce que je garantis cette marche positive? C'est en réduisant mes risques. Waouh. Et un dernier sujet, c'est d'une opération pareille que j'ai livrée. Et on était aussi pareil sur 5000 m². On avait fait un pôle de santé avec des logements, avec une cinquantaine de logements. On avait fait on avait fait des sondages par le géotechnicien pour voir l'importance du sol, pour être sûr que le sol permettait de fonctionner, enfin, permettait justement l'importance du bâtiment et autres. Donc il avait fait des sondages à des points stratégiques. Je sais pas pourquoi, on avait vu qu'il y avait des travaux aussi avoisinants, ils avaient été embêtés. Donc j'ai quand même demandé des compléments de sondage. Et il s'est avéré, j'ai simplifié, que les sondages qu'il faisait montraient que la bonne portance du sol était à 100 mètres par rapport au terrain naturel. Sauf que je lui ai demandé de compléter sur une zone. Et on s'est rendu compte que le terrain naturel n'était pas à 100, mais était plutôt à 200. Donc ça veut dire du béton en plus. Ça veut dire que tu dois faire des pieux beaucoup plus longs. Ah oui, ça coûte cher, les micro-puits en plus, hein. Tu vois? Et donc ça, si c'est pas quelque chose que tu as provisionné au départ, tu te retrouves en exécution quand tu as appelé l'entreprise. Elle va te dire, ok, travaux supplémentaires, c'était pas prévu. Vous deviez faire des diagnostics qui me permettent à moi de pouvoir bien exécuter mes travaux. Là, vous me demandez quelque chose qui n'était pas prévu à la base dans le dossier marché, donc on fait comment? Ah, mais c'est moi, comme dans un de mes biens, je me suis trouvé avec un puits à l'intérieur. Ah bah voilà. Tu l'as déclaré? Ouais. Je savais pas. Ouais. Franchement, c'est un de mes premiers projets, donc franchement, je savais pas que ça se déclare un Ah puits. mais si tu déclares pourquoi? Parce que on revient sur les sujets archéo. Pour eux, c'est quelque chose d'historique. Ils doivent pouvoir analyser de quelle année c'était, à quoi ça Mais appartenait. je pense que le puits, il était déclaré, hein. En fait, tu sais, je me souviens, il était déclaré dans la cour. Sauf qu'il D'accord. était dans ma maison. Et, Ah, et du coup,
Oui, je me souviens et j'ai eu un problème avec une des voisines parce qu'elle a me dit oui, quand vous êtes venu, vous avez cassé la pompe. Sauf que la pompe qui permettait en fait Ouais, d'avoir accès au puits, elle était déjà, en fait, enfin moi je me souviens, c'était un tuyau en ferraille ouais, qui était complètement bouché. ok, Donc ça veut dire que quand mes artisans sont venus, ils ont vu, ils se sont rendus compte, ils ont dit mais c'est quoi ce truc, tu vois? Et c'était vraiment collé. Et en fait, quand ils sont rentrés dans la maison, ils ont ouais. commencé à faire le sol, etc. Bim, le puits était, en fait, il était devant la porte d'entrée. Elle m'a pris la tête, elle voulait pas me lâcher, etc. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas fermé le puits. D'accord. Donc c'est sûr, c'était à la maison, j'ai laissé. En fait, comment les artisans ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont coulé, Ouais, ils ont mis ok. une petite trappe, c'est-à-dire qu'à l'entrée, quand tu rentres, t'as une petite trappe quand même. Donc Tu peux accéder. voilà. Et donc du coup, j'ai mis entre guillemets, elle m'a forcé parce qu'elle m'a dit oui, sinon je vais porter plainte, etc., etc. Et le notaire m'avait dit ouais, mais en fait oui, regardez, il y avait la croix en plus sur le. Hmm. J'ai dit ouais, mais la croix en fait, elle a été mal faite parce qu'en fait en vrai, il est dans ma maison. C'est pas pareil. Et en fait, comme c'était quelque chose qui avait été fait, c'était une grange. Bon, moi j'aime trop les corps de ferme. Je sais pas c'était dans quelle année. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû tout simplement mettre entre guillemets, j'ai mis un tuyau que j'ai fait une dérivation Hmm. et entre guillemets j'ai créé un puits à l'extérieur et devant la maison il y avait Là, la le truc pompe pour pomper. et Ouais. du coup à la base c'était pas prévu parce que ça faisait pas sexy, tu vois, Hmm. pour moi j'allais le revendre le bien et Hmm. à la fin j'ai revendu et vraiment c'est là que je me suis dit bah Demi t'es une bonne commerciale, je l'ai revendu en mode non mais vous inquiétez pas, justement vous faites des économies d'eau, on arrive écologiquement, tu peux laver ta voiture, tu peux quand tu fais ton barbecue, etc. Oui c'est vrai que bon les parties communes peuvent l'utiliser mais globalement vous voyez enfin et ils ont dit ah ok, et c'était des jeunes, ils ont dit ouais bon pourquoi pas oui, et franchement c'est passé, mais c'est vrai que à la base moi j'étais censée mais elle m'a tellement fait elle m'a écrit des courriers accusés de réception. Bah, Oh ce que tu dis, c'est une partie du métier de promoteur, c'est qu'il faut être agile. Il ouais. faut être en mesure de pouvoir se dire, ok, j'ai un problème, comment je fais pour trouver une solution? Si cette porte-là elle est fermée, comment je fais pour aller trouver une autre porte ou passer par la fenêtre pour justement arriver à mon objectif final qui est que mon opération sorte et que j'arrive à aller chercher la marge que je veux aller trouver. Donc non, c'est... Et du coup, quelle erreur t'ont plus coûté d'argent dans une activité de promotion? Vraiment une erreur qui a fait que vraiment ça t'a coûté pas mal d'argent et tu t'es dit ah ouais là vraiment c'était vraiment pas prévu, mais on voilà, c'est une erreur, hein. C'est pas quelque chose enfin, on va dire une erreur, ouais, ouais c'est une erreur quand même. Tu peux Bah, me dire que c'est non, toi, non, hein. non, non. Bah après, enfin, faut arriver à un moment, faut savoir reconnaître quand tu fais pas bien les choses. C'est pour ça que je dis que j'insiste, le métier de la promotion, c'est vraiment une gestion de risque. Et la plupart des erreurs que tu vas avoir en exécution, puisque c'est là que tu dépenses le gros en fait de ton coût de travaux, enfin de ton coût de l'opération, donc pendant les travaux, euh, pour que tu puisses sécuriser quelque part ton coût de travaux, et en réponse à ta question, c'est que on n'avait pas anticipé le fait qu'il fallait une gaine euh, pour l'évacuation ou l'extraction des airs du commerce. C'est-à-dire qu'en phase conception, quand l'archi, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, tout le monde se sont mis autour de la table, ils n'ont pas eu la présence d'esprit de se dire ouais, mais comment on fait pour extraire l'air de ce commerce-là. Et en sachant que tu es assujetti à de la réglementation, où tu ne dois pas rejeter à moins de 8 mètres de la façade, patati patata. Et donc du coup on a exécuté les travaux en ayant complètement omis cette fameuse gaine. En fait on en avait fait une, mais on l'avait réservée que pour la partie logement. Waouh. Et donc on s'est retrouvé, et c'est là où je parle encore d'agilité, hein, à traverser le voile, aller dans le parking et construire une gaine jusqu'en toiture du parking Pour sortir les pour airs sortir l'air du commerce. Parce que waouh. mon investisseur me disait, moi je prends pas le bâtiment, parce qu'il avait pris en fait le bâtiment et il avait un commerce pour faire du parapharmacie. Il a dit, moi je ne prends pas le bâtiment tant que le commerce n'est pas conforme. Faut trouver une solution. Parce que ma livraison arrive dans 2 mois et il est hors de question que je ne livre pas à date parce que derrière moi j'ai des frais fixes qui continuent à courir. Mm. Et donc, il fallait trouver une solution. Donc, on a dû rajouter une gaine. Ça nous avait coûté ouais, 50 000 balles. Ouais. Bah, le problème, c'est que quand tu es en phase d'exécution, les entreprises, c'est là où elles se font de l'argent.
Ouais, c'est parce que c'est là, elles se disent, ah, en plus, T'as besoin? ils sont dans le pétrin, mais eux, on va les aligner. Exactement. Mais c'est justement, en plus, ça n'a rien à voir, parce que je parlais avec quelqu'un qui fait des analyses stratégiques pour les entreprises, surtout qui sont en difficulté. D'accord. Et en fait, il avait un ami, justement, bah, qui venait d'acheter une entreprise à plus de 15 millions. Et du coup, il avait quand même acheté une entreprise qui était assez en difficulté, Ok. etc., mais qui a vraiment, bah, qui est porteuse qui est porteuse de valeur, pardon. Pourquoi? Parce que derrière, ses clients, c'est dans le domaine du luxe, quoi. Ouais. Globalement, c'est ça. Et justement, il m'expliquait que, ouais, en fait, il a été capable de faire le rachat de l'entreprise, etc. Et, mais il a dit, mais par contre, niveau stratégie, marketing, etc., comment redresser un petit peu la barre, etc., il est pas chaud. Et moi, je suis chaud. Il a dit, je vais lui mettre une vraie facture minimum 200. Et je te dis, le mec, il est prêt à payer. Et c'est là qu'en fait, parce qu'en fait là, il t'a financé, ok, d'accord, c'est bien, t'as fait ton rachat. Mais maintenant, derrière, je vais Hmm. te facturer. Et souvent, c'est vrai que c'est au moment où t'as vraiment pas le choix qu'ils te tiennent vraiment. Ah bah, mais si on reprend le cas du projet qu'on développait là dans la ville où il y avait la Tour Eiffel, la Tour Eiffel était quand même loin. Mais enfin, arrive à un moment quand t'es tenu et que tu dois atteindre ton objectif, bah, je préfère me saigner et j'atteins mon objectif quitte à réduire légèrement plutôt que faire la tête dure et pas vendre du tout. Comme le cas où je te disais de l'hôtel où je me retrouve à un commerce, bah finalement, qu'est-ce que je fais? Bah, je paye des frais filles. D'accord. Donc du coup là, on va partir. Bon, peut-être que tu as déjà donné des anecdotes. Moi, en tout cas, c'est ma partie préférée. J'aime beaucoup demander entre guillemets des historiques, des histoires, etc. Donc après, bon, tu nous as donné quand même quelques anecdotes Ouais. qui sont assez intéressantes et ça rajoute un peu du piment dans le podcast parce que moi j'aime bien les histoires, comprendre ce qui s'est passé. Donc là, par rapport à certains projets que tu as réalisés dans la promotion immobilière, est-ce que tu as eu une opération de promotion immobilière qui a totalement mal tourné? En fait, là, il y avait Ouais. rien à faire. C'était vraiment mort de chez mort. Bah, la fameuse opération où on a fait du rabattement de nappe, c'était compliqué parce que on a eu, tu sais, un cas d'école. Mm. Cette opération-là, donc on lance les travaux, donc on obtient le permis, etc. On lance les travaux, on est dans un quartier résidentiel, pavillonnaire, pas résidentiel, pavillonnaire, et nous on vient rajouter du logement. Alors c'est du logement à accession libre, mais avec quand même un peu de... Ah non, on n'avait pas de logement social. Mais en tout cas, voilà, c'était accession libre. Donc on vient mettre des appartements dans un quartier où il n'y a que des pavillons. Mhm. Donc tu sais, tu sens déjà que Une certaine animosité une aussi. animosité. En sachant que ce permis-là avait déjà aussi été attaqué, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure d'affichage du permis, de la purge, etc., il avait été Mhm. attaqué, c'était parti jusqu'au Conseil d'État. Waouh. On a eu gain de cause, parce que finalement, les arguments qui avaient été exposés n'étaient pas bons, donc on a eu gain de cause, on a pu lancer les travaux. On lance les travaux, on lance les travaux, je crois 2 semaines, 2 ou 3 semaines après, on a un arrêt de chantier. Parce que la ville dit, bah, j'ai vu un camion rouler sur le trottoir. Waouh. Donc, Waouh. premier arrêt de chantier, donc ton chantier s'arrête, c'était début septembre. On négocie avec la ville, on met des barrières, on met des hommes trafic pour gérer, parce que comme par hasard, il y avait une école qui était pas très loin. On met un homme trafic pour pouvoir gérer les flux des camions. On reprend les travaux. Un mois après, Arrêt de chantier. arrêt de chantier nouveau. Waouh. J'ai vu que vous aviez 3 camions qui stationnaient un peu plus loin dans la ville. Moi, c'est hors de question. Vous devez gérer vos flux de camions différemment. Ok, monsieur le maire. Donc on réadapte. On réadapte. Et on se rend compte que finalement, l'entreprise qui gérait toute la phase de gros œuvres, terrassement, elle prenait pas en compte tout ce qu'on lui disait en tant que maîtrise d'ouvrage. Parce que nous, on est en front directement avec les villes. Mhm. Donc quand la mairie, les services de la mairie viennent te taper dessus, bah, toi forcément, tu viens après en miroir taper sur l'entreprise. Mais si l'entreprise répond pas à ce que tu lui demandes, bah, écoute, arrive un moment, tu dis, écoute, moi je vais pas me faire arrêter mon chantier constamment. Soit tu te remets dans le pas, soit tu t'arrêtes. On a arrêté le chantier avec lui. Donc tu te dis, tu sécurises ton coût de travaux et tu te retrouves à substituer ton gros œuvre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc tu substitues ton gros œuvre, tu trouves un autre gros œuvre dans les 2 ou 3 mois. Alors ce que j'ai fait, c'est que le second, en fait, parce que tu fais un appel d'offres, donc tu as des concurrents. Le Donc en fait, deuxième, t'as carrément, enfin clairement, c'est que t'as viré l'autre. ah ouais, j'ai viré complet, ouais. Waouh. Bah, je pouvais pas Ouais, continuer, c'est vrai, j'avais tu des arrêts de pouvais. chantier constamment et il écoutait pas ce qu'on lui disait. Alors, à un Waouh. moment, bah, tu te dis, c'est soit je me fais des arrêts de chantier, je me retrouve à payer des amendes au niveau de la ville, soit j'essaie de couper les vannes, quitte à arrêter mon chantier pendant 2 mois et au moins je mets quelqu'un d'autre. Donc je mets un nouveau gros œuvre. Donc il reprend ce qui a été exécuté, etc., etc. On avance. C'est là on se rend compte qu'on a de l'eau. Ah. Il pompe l'eau. On continue à dérouler. J'ai du coup mon architecte qui faisait aussi toute le suivi d'exécution, c'est là où c'est important de bien s'entourer et du moins de bien communiquer aussi avec ses intervenants et de poser les bonnes questions, qui oublie de faire les synthèses entre le gros œuvre, l'électricien et le plombier.
Normalement, quand tu es en phase d'exécution, ton gros œuvre demande les réservations. Les réservations, c'est les passages en fait des réseaux électriques Mhm. et plomberie. Et Euh, ça faut bien s'accorder, hein, parce Ça, que faut ça, bien des fois, s'accorder. ça peut foutre un chantier en l'air, parce que souvent, quand ils s'accordent mal, bah, tu te retrouves, moi, ça m'est déjà arrivé, bah, justement, j'ai appris à mes dépens, bah, où, en fait, le plaquiste, il a tout fermé, il fallait pas qu'il ferme, on se Bah retrouve à voilà, tout dégommer, c'est exactement. de la perte d'argent. Tu vois, je te parlais tout à l'heure, quand j'ai la perte des 70 000 € que j'ai Ouais, eu là sur l'eau, je ouais. l'avais compensé avec les travaux modificatifs. Donc Mhm, moi, j'ai donné à mon archi, à mon mhm. architecte les modificatifs à faire, sauf que lui a pas eu la présence d'esprit de recoller sur les plans. Aïe. Donc le gros œuvre déroule avec les plans qu'il avait de base de l'électricien et du plombier, et on se rend compte quand on commence à approcher le hardware, je dis mais attends, je refais une revue de plan, mais là vous avez intégré cette réservation, vous avez intégré ça, vous avez intégré ça. Ah non, on a oublié ou j'ai pas les derniers jeux de Oh plans. là là. Tu te retrouves à aller au marteau-piqueur pour pouvoir faire des saignées. Ah ouais. L'entreprise, elle te chiffre. Tu vois ce que je veux Et dire? en plus, c'est un peu dégueu. Ah bah, Après, non, t'arrives après, toujours à camoufler, voilà, t'arrives à normalement. camoufler parce que quand il est au marteau-piqueur, c'est sur la dalle brute. La dalle Mhm. brute, après, tu viens rajouter quand même Ouais. ta chape et Mhm. tu viens mettre ton revêtement dessus. Donc Ouais, tu finalement, vois ça se rien. voit pas. Mais c'est toujours. C'est pas. Tu perds du temps en fait Ouais. parce que dans tes rotations et dans ton planning, toi, t'as pas prévu de revenir en arrière sur ces prestations-là, tu vois. Donc j'ai eu ce cas de figure-là. On continue à dérouler, on continue à dérouler, on continue à dérouler. Euh, on approche la livraison. C'est vraiment une opération type. On approche la livraison, on était sur des chaudières gaz. On approche à la livraison, on fait passer Caligaz, parce que tu dois faire passer Caligaz, c'est l'équivalent du Consuel pour la partie électrique, qui vient et qui nous dit j'ai fait les tests de fumée au niveau des chaudières et je me rends compte que vous êtes au-delà des tolérances. Attends, monsieur, moi je dois livrer la semaine prochaine. Qu'est-ce que je fais? Ouais, mais je pense que dans le montage, le plombier s'est trompé, il a dû se tromper de raccord. J'ai fait reprendre tous Why? les 24 raccords de l'opération. Why? Ouais. Ah, C'est une opération qui a été livrée en 2023, donc heureusement on avait réussi à vendre tous les appartements. On a livré quand même avec, puisqu'on a de toute façon on a changé de gros œuvre, donc on a livré avec 6 mois de retard, mais comme on avait des clauses pour se sécuriser, donc on a pu faire prévaloir les clauses les clauses les CLSD, clauses de suspension légitime de délai. Donc hmm, on a pu faire valoir ça puisque c'était écrit dans les contrats qu'on avait mhm. avec. Ah, vous avez bien sécurisé parce que sinon vous allez payer les Bah, pénalités de retard. voilà. Donc on Ouais. s'est sécurisé sur ça, on n'a pas eu de pénalité de retard, mais on a livré avec 6 mois de retard. Et donc du coup, je me retrouvais 2 semaines avant à devoir gérer ce problème. Donc tu restes sur le show d'opération, même si c'est pas toi d'être là, c'est pas à toi d'être là, mais c'est ton opération, t'es le maître d'ouvrage. Donc tu restes là avec le plombier pour t'assurer qu'il fait bien le taf. 21h, 22h, 23h. Ah ouais, ça c'est chiant, ça m'est déjà arrivé quand t'es derrière les... Enfin, tu fais la police quoi, t'as pas le Ah choix. ouais, mais t'as pas le choix. T'as pas le choix parce que Parce que sinon... on n'est jamais mieux servi que. Enfin, t'es Par jamais mieux soi-même, battu hein. par soi-même. Donc si tu veux être sûr que ce soit fait dans les règles de l'art parce que tu dois sécuriser ta livraison, bah, il faut que tu sois là et que tu sois sûr que ce soit fait. Parce que ceux qui sont payés pour le faire, tu te rends compte que bah il y a eu 1, 2, 3, 4, 10 erreurs. Après, à un moment, tu le fais toi-même. Donc tu livres, mais comme par hasard, bon, c'était une ville du 92, donc les gens avaient quand même mis au mètre carré, on était quand même sur du 6 7 000 du mètre carré. Donc les gens en veulent quand même pour leur argent. Ah, cette réserve-là, moi, ça me va pas. Ça me va pas. Ça me va pas. Et donc, il faut faire revenir les entreprises. Le problème, c'est que quand l'entreprise est partie, revenir, bah, elle n'a pas intérêt, elle veut pas revenir. Ouais. Puisque quand elle part, c'est pour aller sur une autre opération. Mm. Et bah, tu cours après tout le monde. C'est une opération qui a été livrée en 2023. Alors, bon, après, c'est mes équipes SAV qui ont récupéré. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en train de gérer des petits sujets de réserve, tu vois. Mais moi, comme tu dis, j'avais une cousine justement, bon, elle qui avait le parquet massif. Ouais. Elle avait, bon, je crois qu'elle n'a pas eu gain de cause, parce qu'en fait, quand vous livrez, vous faites signer aussi un document aux acquéreurs pour dire oui, t'as bien réceptionné, entre guillemets. Procès verbal de Exactement, livraison. Ouais. exactement. Et en fait, elle n'était pas satisfaite. Pourquoi? Parce que je crois que, je dirais pas que son plancher n'était pas droit, mais son parquet flottait un peu. Il y avait des... Ah Voilà, ouais, c'était pas régulier. voilà, exactement. Et elle a essayé de faire valoir ça, et ils lui ont dit non. En fait, Elle l'avait dit à la livraison ou pas? Est-ce que le jour de la livraison, quand elle fait le tour pour oui, elle signer. voulait pas signer, mais je sais pas comment ça s'est terminé l'histoire, et finalement... Arrêtez, il faut avoir aussi de la Bah, personnalité et du c'est cran. sûr. Et finalement, je sais pas, ils ont dit non, mais c'est comme ça. En fait, honnêtement, je me souviens plus trop. Mais in fine, de ce qu'elle m'a dit, ça l'a saoulée, mais elle a quand même signé. Et ils avaient Le pas truc, l'intention clairement de changer ou de refaire. C'était pas le leur truc à pas problème. faire. Et en plus, elle était face à un très gros promoteur. Tips, un petit tips que je dois pas donner en tant que promoteur, mais si tu es acquéreur ou investisseur sur un bien, que tu sais que tu t'y connais pas, fais appel à un sachant. Fais appel à un huissier, fais appel à un expert, fais appel à un constructeur, enfin peu importe, il y a des gens qui ont des missions un peu d'accompagnement Mhm. et qui font justement les suivis, qui accompagnent les acheteurs
le jour de la livraison, pour pouvoir cibler toutes les malfaçons. Mm. Et ils auront, eux, le réflexe de regarder, est-ce que sous la baignoire, ça a bien été nettoyé? Est-ce que la bouche, elle est au bon endroit? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Est-ce que ce que vous m'avez vendu, c'est conforme à la notice? Et justement, elle s'est fait avoir aussi par rapport à la cuisine. Ah bah voilà. Parce qu'à la cuisine, sur les plans, en fait, en fait, voilà, c'était un enfoncement de 2 mètres et Ouais, je crois que c'était 2 mètres sur 3, 2. ok. Et en fait, ce qu'ils n'avaient pas mis dans le plan, c'est qu'en fait, c'était pas vraiment un vrai enfoncement, c'était un... En fait, il y avait 50 centimètres. En fait, ça faisait un genre de... Un mur, un autre mur. Et en fait, du coup, elle pouvait pas vraiment poser une cuisine. Ok. Et en fait, du coup, je pense qu'en fait, justement, ils ont fait passer, je crois, une grosse canalisation ou un truc. Hmm. Tu vois, ouais, tu vois, en fait, tu Il y vois, a t'as une gaine technique qui est venue. exactement, exactement. Elle avait une guette technique. Et moi, je l'ai vue. Et en fait, elle était dégoûtée parce qu'en fait, ça pouvait pas rentrer dans sa cuisine ce qu'elle avait commandé. Et ils ont dit oui, mais on vous avait prévenu. En fait, non, dans le plan initial, il n'y avait pas de gaine technique qui passait par là. Ah bah, Et une fois de plus, tu vois, elle a ravalé sa fierté, mais elle était dégoûtée. Elle m'a dit, mais franchement, Nomi, je savais pas c'était ça le logement neuf, il fallait pas. etc. Même si ils allaient pas forcément modifier tout le cloisonnement, mais ils pouvaient aller chercher quelque chose en compensation. Ouais, c'est Mais il ça. faut, ça faut connaître. Et aussi, bon, je vais pas, je vais pas parler de tous les problèmes, c'est que elle s'est rendue compte que c'était mal insonorisé. Je sais pas si c'est tous les Après, il y a biens. des, non, après, il y a des tolérances. Mais Elle écoutait, enfin, elle entendait quand le voisin il tirait sa chasse, elle entendait ouais, tout. bah, Ouais. c'est que les Et cloisons étaient peut-être pas les bonnes, ou c'est que, ça. Et que l'isolation était pas bonne. Ouais, non, c'est ça. Donc, et du coup, en fait, en fait, ça l'a mais après, dégoûtée. ça, de mémoire, mais ça, elle peut aller. Ça fait combien de temps qu'elle a acheté? Que l'opération a été livrée? C'est récent ou ça fait. Enfin, quoique, t'es dans le cadre de la. J'irai même pas un an. Donc, elle peut aller chercher en GPA, elle peut aller Enfin, non. chercher en En GPA? vis caché, peut-être, à voir. GPA, c'est. Garantie de parfait Ouais. achèvement. Ok, garantie. Donc, si elle entend tout le réseau, c'est qu'il y a un sujet acoustique, donc elle peut peut-être aller les chercher aussi sur Ouais, ça. et les voisins se plaignent, c'est pas la seule. Ah bah, dans ce cas-là, enfin, les promoteurs en horreur de ça, je dois pas le dire, mais vous vous réunissez, vous faites un courrier ensemble et vous envoyez ça aux plus hautes instances du promoteur. Mm. Ça va bouger, hein. Moi, j'ai deux clientes là enfin, j'ai une cliente surtout de la fameuse opération là, qui ne nous lâche pas. Mais c'est dans la durée, hein. Il faut être patient. Aujourd'hui, elle avait demandé des modifications. Je crois qu'elle avait un vitrage qui était rayé, mais c'était même pas nous. Mais Mhm. comme on voulait se débarrasser en fait d'elle, on lui a remplacé le vitrage. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que dans ce type de cas de figure, faut vraiment ne pas lâcher. Faut Faut vraiment pas. pas. Bon, je sais que c'est pas sexy, t'es promoteur, en plus, tu donnes des tips, mais c'est de se dire, faut pas lâcher parce que souvent, en fait, c'est parce qu'on a flemme, on veut pas se battre, bon, on laisse tomber, mais in fine, en fait, on pouvait faire valoir quelque chose. Même si dans Ouais. les faits, peut-être, comme tu l'as dit, elle aurait pas pu bénéficier peut-être d'un changement, ils ont dit, bon, c'est Compensation. quoi, c'est combien, bah, allez, on te donne un petit cinq Complètement. mille allez, c'est bon, Complètement. voilà, c'est pas dégueu. Mm. Voilà, c'est pas dégueu et tu dis, ok, bon, voilà, après, t'adaptes et puis tant pis, tu fais une Mais si tu me cuisine. dis que ça fait un an Ça fait même pas un an, que le ouais. bâtiment a été livré, qu'elle essaye. Qu'elle Mhm. n'hésite pas à écrire en disant écoutez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après, ça peut demander aussi de l'argent. S'il faut qu'elle fasse appel à un avocat ou autre, si elle est sûre de subir un préjudice, qu'elle n'hésite pas, oui. Mais c'est vrai, parce que moi, elle avait quand même pas mal de soucis, même au niveau du parking. Il y avait pas mal de choses et tout. Et Ah in fine, bah, c'est là que tu vois. Et à un moment donné, je pense que c'est pas des choses qui tapent vraiment à l'œil, mais c'est des choses, in fine, quand tu as une date de livraison, c'est là qu'on commence à voir qu'il y a aussi le speed des équipes derrière qui font que, bah, in fine, non, mais c'est des réalités. Après, il faut connaître. Parce que, tout n'est pas tout beau, tout rose dans la promotion, mais entre guillemets, malheureusement, ouais. globalement, les choses sont faites assez. Ouais, non, non, enfin, on est quand même régi par des règles, des réglementations. On a enfin, je te parlais de DTU tout à l'heure, donc c'est des règles de l'art dans l'exécution de certaines tâches. Et puis de toute façon, derrière, c'est quand même notre garantie qui est mise en jeu. C'est-à-dire que si demain il y a un sinistre, on va venir nous chercher en Mhm. responsabilité. Et j'ai pas envie d'aller au poste pour justifier ou pour. Donc on a intérêt à que ce soit bien fait. Et du coup, juste pour en revenir par rapport à la rentabilité, beaucoup, comme on en a discuté, tu as dit que la rentabilité c'est entre 10 et 15%, mais aujourd'hui, enfin, c'est quasiment pas possible, c'est du 5%. Bon, Est-ce que aujourd'hui. chercher du 10%, c'est quand même encore réalisable? Après, Et qu'est-ce qui fait que pardon. la marge, elle s'amoindrit? Est-ce que c'est les coûts des travaux ou c'est le coût des travaux, les villes, le fait que le prix au mètre carré a augmenté aussi? En fait, enfin, C'est c'est une corrélation de plusieurs facteurs? C'est une corrélation de plusieurs facteurs. C'est ta capacité à estimer et avoir un bilan de promotion qui prenne bien en compte tous les coûts possibles. Je parle bien de possible, hein. Tous les risques financiers possibles, tous les risques administratifs possibles que tu peux avoir sur l'opération. Mm. Exemple simple, si je reviens sur le cas du permis de construire, tu déposes un permis de construire, tu as défini un bilan, tu as défini une marge sur une opération, tu te retrouves à avoir un recours.
C'est-à-dire que tu as un riverain qui dit, moi, si vous avez prévu de construire quelque chose, ça me cause un préjudice parce que vous regardez dans mon jardin. Tu as deux solutions. Soit tu te dis, on laisse jouer la montre, et donc du coup, bah, toi, ton projet, il est gelé. Ça part en recours gracieux, puis après en recours contentieux, et puis c'est géré par le tribunal, sans garantie que tu gagnes. Ou soit tu te dis, écoute, moi j'ai besoin que ça aille vite parce que j'ai mes investisseurs qui sont prêts à décaisser l'argent très rapidement, j'ai 12 mois de travaux, j'ai 24 mois de travaux, enfin c'est principalement 24, autour de 24 mois de travaux, j'ai besoin que ça aille vite parce que si je réalise pas mon projet, j'ai la réglementation qui va changer, ça va me coûter de l'argent pour pouvoir me remettre à jour par rapport à la réglementation. Combien tu veux? Mais le combien tu veux, là, faut que tu l'aies provisionné dans ton bilan. Tu vois, donc si tu t'as pas anticipé ces choses-là, bah, tout ça c'est des frais que tu viens perdre après en marge. Donc c'est toute une ingénierie financière qu'il faut. C'est des réflexes qu'il faut avoir et pouvoir oui, qu'il faut avoir et qu'il faut anticiper. D'accord. Donc on arrive bientôt à la fin de notre podcast. Il reste encore, allez, deux, trois questions, parce que souvent j'ai tendance à dire qu'il reste deux, trois questions, et je répondis sur les questions. Donc voilà, on va essayer vraiment de clôturer. Par contre, donc, j'ai encore une question, c'est par rapport au marché immobilier actuel. Le marché immobilier actuel, apparemment, on dit que c'est pas vraiment favorable par rapport enfin, à l'activité de promotion immobilière. Il y a quand même un peu une baisse, etc. Bon, pour moi, je pense pas que c'est quand même un secteur qui va être au péril total, mais aujourd'hui, qu'est-ce que, selon toi, sont les éléments qui font que les promoteurs vont quand même résister à cette petite crise de l'immobilier qu'il y a actuellement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, bon, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, il y a eu quand même une montée enfin, des prix, surtout en province. Après, je crois que ça s'est un peu tassé, mais j'ai l'impression, je sais pas, mais que il n'y a pas une genre de stabilité du marché. J'ai l'impression que ça fait que de monter, mais in fine, j'ai l'impression que les acquéreurs n'ont pas forcément les moyens maintenant aujourd'hui de prétendre à certains biens. Donc, au bout d'un moment, on peut pas avoir des coûts illimités et derrière, si Bah, personne peut acheter, c'est ça le problème aujourd'hui. c'est tous les dispositifs que l'État que l'État est en train de travailler en ce moment. Pardon. Euh, le marché de l'immobilier aujourd'hui, bon, il est ce qu'il est. Effectivement, la vraie difficulté, c'est les taux d'intérêt qui sont appliqués aux acquéreurs, Mhm. et donc forcément, ce qui vient impacter la promotion. Maintenant, c'est là où il faut sentir les choses. C'est pas parce que tu as des taux d'intérêt aujourd'hui qui sont forts qu'il faut pas investir. Parce que demain, les taux d'intérêt, ça se négocie. Tu peux renégocier, tu peux faire un rachat de crédit. Il y a plein de mécanismes, plein de leviers qui peuvent te permettre derrière de pouvoir te positionner. Et même, qui dit taux d'intérêt fort, dit que peut-être que ton bien est moins cher aussi. Mhm. Donc c'est là où il faut Ouais, c'est avoir une vraie corrélé, hein. stratégie et se faire accompagner. C'est toujours la même chose, se faire accompagner de fiscalistes, enfin, de courtiers, de personnes de confiance qui sont dans l'immobilier pour avoir les bons conseils et savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et après, c'est toujours la même chose, hein. Effectivement, en conjoncture aujourd'hui, bah, ça demande quand même d'avoir un peu de moyens. Parce que Ouais. là où tu avais un bien, enfin ceux qui pouvaient acheter à l'époque, aujourd'hui, peuvent peut-être plus parce qu'ils ont plus, à cause des taux d'intérêt qui sont forts, on revient encore sur ça, bah, ils se retrouvent à pas avoir la même capacité d'emprunt. Ce qui fait qu'en fait, on est dans un marché où bah, les promoteurs peuvent encore performer quand même. Comment continuer encore à faire des... Enfin, comment continuer à construire. Parce que c'est vraiment c'est ça qui est un peu... qui, euh, qui est un peu contradictoire dans le sens où on a des promoteurs... Enfin, on a un vrai besoin de logement en France, faut pas se Ouais. mentir. Parce qu'on a, même si on a un patrimoine, on a quand même un patrimoine qui est assez vieillot. D'où pourquoi, en fait, c'est quand même intéressant, ces activités de marchand de biens, hormis la marge, le profit ou de la promotion immobilière. Derrière, il y a un vrai besoin, hein. Les gens doivent se loger dignement et il y en a Ouais. encore certaines personnes, voilà, c'est une aparté, mais qui vivent dans Mm. des logements qui sont, on va dire, Ah, insalubres salut, ouais, et qui sont complètement. pas aux normes, mais ça cause des maladies, etc. Donc, du coup, on a quand même ce vrai besoin. Mais à contrario aussi, il y a le coût de la construction pour les promoteurs, il y a tous ces enjeux économiques qui font que maintenant, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, mais c'est toujours possible. Après, il y a aussi une réalité, c'est que tu as beaucoup de promoteurs qui avaient pignon sur rue, qui sont aussi, qui ont disparu. T'en as beaucoup. Et dû à quoi? Non, mais dû aux réalités économiques, mais t'en as aussi qui arrivent à tirer leur épingle du jeu parce que justement ils arrivent à maîtriser leurs risques, ils arrivent à mettre en place des leviers d'économie qui leur permettent de pouvoir être agiles. Et c'est toujours la même chose. Se faire entourer, se faire conseiller, et Ouais. après derrière sentir aussi les coups. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que souvent, il y en a beaucoup qui rechignent sur l'accompagnement, quel que soit le projet. Ils disent, ouais, mais j'ai pas envie de payer ça. Mais en fait, in fine, tu le payeras d'une manière ou d'une autre. Exactement. Parce qu'à partir d'un certain moment, tu peux pas faire tout seul. Par exemple, moi, je me souviens, bah, le projet qu'on a parlé aujourd'hui, Ouais. au début, moi, j'étais hyper optimiste, etc. Je me suis dit, bon, et c'est Finger in the Notes, 15 minutes de Paris, c'est bon, et j'étais là, je pensais déjà que j'allais sortir mes 6 pavillons, et je me souviens qu'on s'est posé dessus, tu m'as dit, mais non, mais là, il y a ça, il y a ça. J'ai dit, ah, ok.
C'est comme ça. Donc en fait, à un moment, c'est bien de se faire accompagner parce que c'est vrai qu'on renchigne, etc. sur pas mal de choses, mais in fine, ça t'évite de perdre beaucoup d'argent. Et je pense que, Ouais, euh, voilà, c'est vrai qu'on est professionnel, mais des fois, il y a l'humain aussi. J'ai vu la Tour Eiffel, j'ai vu 15 minutes, je dis, ouais, l'opportunité du siècle. Et je me souviens, c'est à un moment donné, je me suis dit qu'on avait regardé le cadastre, je dis, mais c'est vrai, pourquoi en fait, au milieu, il y a que des champs vides? Parce qu'il y avait des, enfin, pour ceux qui sont pas des cadastres, voilà, tu fais cadastre, tu vois le plan, etc. Et tu vois en fait la délimitation par bien. Et on voyait qu'en fait, il y avait à peine des petites maisons et il y avait quasiment pour chaque cadastre à côté, chaque plan parcelle. parcelle pardon à côté, on voyait qu'il y avait que des c'était vide, je me Ouais, souviens. Et je me suis dit mais c'est bizarre. Pourquoi c'est vide? Parce qu'en fait, finalement, c'est pas c'est constructible. Donc, ça. c'est-à-dire que je me suis dit, mais moi, je me suis dit, mais je suis pas une génie pour me dire que si les gros promoteurs ne sont pas assis là, C'est c'est qu'il qu'il y a y a un une sujet. question, c'est qu'il y a un sujet. Et il y avait aussi un sujet de nappe phréatique, il y Oui, avait plein de choses ici. Donc in fine, c'est le fait d'être entouré qui te permet de dire, ah ouais, mais là, je sais que franchement, je me serais engagé, bah, j'aurais peut-être déjà perdu pas mal de sous, ouais. in fine. Et ça arrive de faire des erreurs. Donc je trouve que se faire accompagner, comme je dis, c'est la clé du succès aussi dans la promotion immobilière et dans la clé de tout. C'est ça qui fait la différence. Là où il y en a qui se plantent et il y en a qui réussissent et qui arrivent, entre guillemets, à, euh, même s'ils ils font face à des difficultés, à se challenger et à passer outre. Mais complètement. Et après, je pense que, enfin, c'est vrai que j'ai peut-être fait un dépeint le métier de la promotion en disant que c'était pas forcément l'Eldorado. Mais il y a possibilité quand même de tirer son épingle du jeu, je reviens dessus. Mais maintenant, il faut arriver à trouver des mécanismes qui puissent te le permettre. Par exemple, en faisant des groupements, c'est-à-dire que tu as un investisseur, tu as une entreprise, et ensemble, vous êtes dans la conception, réalisation du projet, ce qui permet de réduire un maximum aussi les coûts, et donc de tirer un maximum de marge. Les projets, les petits projets comme celui sur lequel on avait regardé, bah, tu as certains promoteurs qui y vont pas parce que c'est trop petit. Aussi. Et ça peut être intéressant pour des investisseurs qui sont pas forcément, qui ont pas forcément une volonté de faire du 10 millions de chiffre d'affaires, mais de pouvoir se cibler sur une opération où tu sais tu arrives à dégainer 1,5 million, 2 millions, et tu peux le monter en propre, tu vois, par Mhm. exemple. Donc il y a des leviers, mais il faut s'entourer, se poser les bonnes questions, et toujours, enfin, le plus important, c'est comment j'arrive à me dérisquer. Et dès que tu arrives à maîtriser ton risque, après derrière, les voyants sont ouverts. Franchement, top. Donc, du coup, il y a deux questions que je vais te poser avant la fin. Si tu devais dire une vérité que personne n'ose dire sur la promotion, ça serait quoi? Si je dois te dire une vérité que personne ne dit sur la promotion, ouais, Ou n'ose dire? Parce que tu je- vois, là, on a vraiment déconstruit, dire que c'est pas impossible, mais clairement, en fait, il faut déjà avoir les moyens financiers, être bien entouré. De toute façon, ça va être le résumé du podcast. Mais, voilà, mais quelque chose qu'on dit pas, par exemple. Parce que clairement, moi, avant de commencer vraiment à regarder dans les petits papiers, pour moi, c'était la suite logique. C'était l'autoroute, pour moi, limite, l'autoroute du millionnaire. Non, ce que je pourrais dire, moi, pour répondre à ça, c'est que la promotion, c'est... enfin, comment je pourrais dire? Que c'est pas un métier pour forcément devenir riche, mais que c'est un métier où, à partir du moment où tu arrives à te dérisquer, ouais, tu peux réellement faire une belle opération. Et puis après, c'est toujours la même chose, hein, c'est de l'opération de masse, donc le but, c'est que tu sois en chaîne. Et donc, si tu arrives à être en chaîne, bah, petit gain sur petit gain sur petit gain, ça te fait, c'est un peu comme quand tu investis en bourse et que tu as des intérêts composés, donc c'est là où tu peux Mhm. maximiser et te retrouver demain à avoir un patrimoine ou des actifs qui sont conséquents. Mais c'est à chaque fois en maîtrisant son risque un maximum, quoi. C'est ce que Ouais, je pourrais dire. ok. Et donc, du coup, quel serait le conseil pour terminer que tu pourrais, entre guillemets, donner à quelqu'un qui souhaite se lancer à la promotion immobilière? Donc, on a fait quand même un résumé assez concret. Oups. C'est que on a fait un résumé assez concret que c'est une activité qu'il faut, enfin, comme tu l'as si bien mentionné, il faut pas forcément tout savoir, Mhm. mais il faut être bien entouré et il faut être aussi curieux parce Ouais, que tu dois quand même aller à la pêche de l'information, tu dois quand même savoir répondre à certaines clés. Clairement, quand on est débutant, c'est quasiment inaccessible, faut être honnête. mhm. Mais même si on a l'argent, hein, mais du coup, il faut, pour pallier à ça, s'associer, etc. Et voilà, quelqu'un qui veut vraiment, peut-être qui dit oui, aujourd'hui dans l'immédiat, c'est pas possible, mais dans 10 ans, j'aimerais peut-être le tenter. Quel serait le processus que tu conseillerais à ce futur promoteur
pour qu'il puisse à terme réaliser son rêve ou de concrétiser ce rêve-là qui est assez intéressant, moins sur la partie rentabilité, mais sur la beauté du projet. Ouais, bien Le fait sûr. de dire que il y a rien et tu arrives à construire des logements. Mhm. Et ce que j'aime bien, c'est le challenge, que tu es toujours face à des problèmes, soit le Mhm. sol, soit c'est un problème de mairie, soit c'est des logements, enfin, et de dire qu'à chaque fois, tu as quand même une certaine ingéniosité technique, tu essaies de trouver des solutions. Et c'est surtout ça aussi, en fait, en vrai, être promoteur, c'est être capable de trouver des solutions. Ce que je dirais à cette personne, c'est qu'il faut qu'elle ait une intelligence relationnelle, parce que c'est un monde de relations, hein. Mais quand je dis relation, c'est pas tant la notion de réseau, mais c'est une relation humaine. C'est dans le sens où c'est les hommes que tu côtoies au quotidien qui vont te permettre de faire sortir ton projet. C'est-à-dire que tu peux prendre par exemple un cabinet d'architectes. Dans ce cabinet d'architectes, tu as plusieurs architectes, mais l'expérience que tu auras avec un architecte n'est pas l'expérience que tu auras avec l'autre. Pourtant, ils sont tous les deux dans le même cabinet. L'intelligence émotionnelle que tu vas avoir ou relationnelle que tu vas avoir avec l'un ou avec l'autre ne donnera pas forcément les mêmes résultats. Donc premier tips pour moi, c'est effectivement avoir de l'intelligence relationnelle, mais avec tous les intervenants de ton opération, parce que en tant que chef d'orchestre, c'est à toi de coordonner tous ces gens-là. Et donc pour que tu puisses les coordonner, il faut que tu t'entendes avec eux, il faut que tu arrives à comprendre quelles sont leurs facilités, leurs appétences, et pour pouvoir pallier et compléter là où il y a si défaillance il y a. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième c'est effectivement être agile, être en mesure de pouvoir rebondir et de chercher toujours une nouvelle solution pour pouvoir décanter une situation. Le troisième c'est faire preuve de leadership. Alors, le leader, c'est pas celui qui dit je suis leader, mais c'est celui qui arrive à entraîner les gens avec lui. Et pour moi, ça, c'est un élément fondamental pour un promoteur. Comment est-ce que tu arrives à conduire toute l'équipe qui est autour de toi dans la réalisation du projet que tu t'es donné. Mais ça marche dans la promotion, ça marche dans le marchand de biens, ça marche dans l'achat-revente, ça marche dans la vie de manière générale. Mais Ouais, parce que je suis d'accord avec toi, parce que des fois, quand tu fais face, comme pendant qu'on a des délais et qu'on sait qu'on doit ouais, bien livrer, sûr, bah, c'est comment fédérer les équipes pour dire, bah là, vous allez quand même travailler des heures supplémentaires, mais entre guillemets, il y a un objectif commun, c'est ça. et ça, c'est le leadership, c'est pas... C'est du leadership et c'est de l'intelligence et c'est ça. relationnelle. Parce que si tu manques de respect aux gens, mais que tu viens leur dire écoutez, je vais vous demander de faire des heures supplémentaires, parce qu'il faut qu'on sorte le projet, et ils vont dire ok, vas-y, t'as raison. Tu vois. Et quand tu te Dis-toi, il n'y a retrouves, plus bah personne. voilà, quand tu te retrouves après à avoir un travaux supplémentaire qui n'était pas prévu et que tu t'entends très mal avec les gens sur l'opération parce que tu te prends, t'es le maître d'ouvrage, t'es le client, donc tu te prends au-dessus de tout le monde, bah ouais, mais les mecs ils te feront pas de cadeaux. Donc c'est des petites choses comme ça qui sont pour moi je pense nécessaires, qui sont, après c'est l'humain hein, ce qu'on fait, hein, mais qui sont nécessaires pour dérisquer ton projet et surtout te permettre de sortir l'opération et l'objectif final. Donc agilité, intelligence relationnelle, faut aussi de la négociation, de la patience et beaucoup de patience. Ouais, je pense que c'est ça les mots. Ouais. Et de la résilience aussi. Oui, exactement, c'est le mot. Ouais. La De la résilience, résilience. exactement. Beaucoup de résilience, ouais. Franchement, merci beaucoup, Jonathan. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin, quelque chose que tu voudrais présenter ou pour la fin? Sinon, on va clôturer. Oui, le mot pour la fin, c'est que non, tout est possible. Après, il faut se donner les moyens, que ce soit de la promotion, que ce soit du marchand de biens, que ce soit de l'achat-revente, peu importe l'activité que tu peux t'amener à faire. À partir du moment où tu y crois et que tu te donnes les moyens d'y arriver, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et après, si effectivement, un petit tour de promotion, comme je disais, je travaille aussi à l'étranger, sur un projet pardon, de promotion immobilière. Donc, je réalise un resort avec des associés. On a acheté 63 hectares de terrain Waouh. sur lesquels on est en train de construire des maisons individuelles. Mhm, Donc, c'est à Kinshasa, mhm. dans la commune de Lanzele pour ceux qui connaissent, donc pas très loin du parc national de Lanzele, là, de Kingakati. Et donc on construit des maisons et on propose 3 types de maisons. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On propose, comme je disais, c'est un resort avec des maisons individuelles, mais qui sont sécurisées et avec des services mis à disposition. Donc JK Resort, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, on propose des solutions de financement. Donc c'est avec plaisir qu'on peut vous aiguiller sur ça. Franchement, merci beaucoup, Jonathan. Hello la team, bah, du coup, on se retrouve à la fin de notre podcast. Ce fut un plaisir. Toutes les informations qu'a donné Jonathan par rapport au projet de promotion dans la région de la Nsélé, c'est ça? Ouais. Sélé. La Nsélé, bah, toutes ces informations-là, que ce soit par rapport à Jonathan ou par rapport à moi-même, par rapport à mon compte, seront en bas de description. Vous pouvez me suivre, comme vous le savez, sur le compte Instagram, Facebook, TikTok,
acheter, rénover, revendre. Et donc il y a les liens en bas pour ceux qui souhaitent rejoindre l'Académie R, bon, pour ceux qui veulent faire leur première opération d'achat-revente. En tout cas, n'hésitez surtout pas. Et donc du coup, toutes les infos sont en barre de description. En tout cas, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur l'immobilier, etc. Donc bye bye. Au revoir.